C'est une sorte d'aquarelle qui représente au centre de l'image 2 hommes qui portent le turban et qui sont en train de partager une chicha. Histoire d'objets. Un voyage dans les collections du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les 2 hommes sont accroupis. Ils portent des turbans rouges, des barbes et des chemises immaculées. Leurs dhoti blancs et verts, pièces de tissu nouées comme une jupe, laissent apparaître leurs pieds nus. On voit que c'est une affiche qui a été faite par la Société des Croix-Rouges indiennes, donc avec le titre en haut, et puis dessous un message en fait, qui nous indique en 3 langues que partager une chicha, ça permet de propager des maladies et qu'il ne faut donc pas fumer la chicha de son voisin. Mon nom, c'est Valérie Gorin, je suis directrice des programmes au Centre d'études humanitaires et j'ai une formation en tant qu'historienne et spécialiste de la culture visuelle humanitaire. L'affiche calligraphiée en anglais, ourdou et hindi date de 1931. Elle mesure 56 cm sur 43. Elle est jaunie mais en excellent état. Un petit numéro en haut à gauche indique qu'elle est la première d'une série. Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en possède 3 autres. La numéro 2 conseille d'éloigner les enfants de la poussière, la numéro 5 d'ouvrir les fenêtres pour dormir et la numéro 6 de se protéger des mouches. Mais revenons à la chicha. Alors ce qui est frappant en tout cas c'est au niveau du dessin, donc on a une scène de vie qui est très quotidienne, certainement très typique de scènes qu'on peut croiser en Inde, peut-être même encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est un univers qui est très masculin comme on peut le voir dans beaucoup de lieux de plaisance, de bars, de restaurants en Inde. Et on voit pas tout de suite en fait le lien avec la dimension humanitaire ou la dimension maladie, c'est seulement avec le message après qu'on comprend sa signification. Par rapport à d'autres images, que ce soit dans les années 30 et puis après beaucoup dans les années 40-50, où les affiches de ce type-là étaient utilisées donc, pour la prévention des maladies contagieuses, où il y avait toute une iconographie beaucoup plus anxiogène avec des bêtes, des animaux, des insectes représentés de manière très terrifiante, de façon disproportionnée, avec une grosse mouche ou un gros moustique qui survole une ville, par exemple, pour parler des dangers du paludisme. Ça peut aussi être directement des têtes de mort, des paysages extrêmement sombres, parfois l'utilisation du sang. Donc on essayait plutôt d'utiliser la peur comme sentiment pour pousser les gens à faire attention. Alors que là, en fait, on a quelque chose de très paisible. Le seul moment d'alerte dans l'affiche, c'est plutôt l'utilisation de la couleur rouge. Partager une chicha, ça permet de disséminer des maladies. Donc ça, c'est le message d'alerte. Et du coup, après, la recommandation en noir, ne fumez pas la chicha de votre voisin. Il est donc écrit « Ne fumez pas la chicha de votre voisin », mais il n'est pas écrit « Ne fumez pas ». En 1931, la conscience des dangers du tabac n'est pas la même qu'aujourd'hui. Depuis les années 20 environ, on est plutôt dans des politiques hygiénistes. Donc on essaye vraiment d'expliquer aux gens l'importance justement de se laver les mains, de faire attention aux germes, puisqu'on a très peur des maladies infectieuses, mais on les comprend aussi beaucoup mieux. Donc dans les années 20-30, on est plutôt dans des combats, par exemple, contre la tuberculose, contre le typhus, contre le choléra, qu'on fait des ravages à la fin de la Première Guerre mondiale. Et puis ça va évoluer en fait à partir des années 40-50, toujours sur les questions des maladies contagieuses, mais on va aussi s'intéresser aux maladies non transmissibles comme la question des cancers, la question des maladies cardiaques, les problématiques de l'asthme. Si la prévention des maladies contagieuses occupe une grande partie des affiches imprimées par les sociétés nationales, elles communiquent également pour recruter du personnel, recevoir des dons d'argent et de sang, inciter à manger des légumes et faire du sport, ou encore se méfier des dangers chimiques. Plus récemment, la préservation de l'environnement a fait son entrée dans le répertoire et bien sûr, certains posters visent également à expliquer ce qu'est le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, quelles sont ses actions et en quoi consiste le droit international humanitaire. Mais quelles que soient les thématiques abordées, l'affiche, capable de délivrer son message en quelques secondes, reste un support couramment utilisé. C'est un moyen de communication qui est hyper répandu, je dirais à peu près dans toutes les sociétés, déjà à la fin du 19e siècle. Assez facile à produire, il vous faut en gros une feuille de papier, parfois on peut directement peindre ou écrire sur l'affiche. Et puis après, il s'agit simplement de l'imprimer, de la réimprimer. Donc c'est un moyen de communication reproduisible à l'infini, qui nécessite finalement que des endroits dans la rue où vous pouvez le placarder, donc ça peut être vu par le plus grand nombre. Ça nécessite pas, on va dire, une technologie ou d'outils techniques compliqués ou plus chers. Par exemple, on peut imaginer aussi la radio comme moyen de communiquer à l'époque, mais il aurait fallu pour ça que toutes les personnes possèdent des transistors. C'est un bien qui coûte encore assez cher. Et il y a encore au-delà de ça une question de perspective de genre qui est
toujours très importante encore aujourd'hui dans la communication humanitaire. On sait qu'il y a des régions où culturellement, tous les membres de la famille n'ont pas forcément accès à un moyen de communication, notamment la radio. Ça peut souvent être limité au chef de famille qui va lui décider quand on écoute la radio, ce qu'on écoute à la radio. Et donc si on veut que les femmes et les enfants par exemple soient informés, l'affiche c'est vraiment un moyen de s'assurer que tout le monde puisse la voir, avec la combinaison du dessin et du mot, forcément, qui permet du coup de toucher aussi des populations qui sont analphabètes. Benoît Matcha-Carpentier, responsable communication à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève, défend une ligne: l'adaptation. L'affiche est encore utilisée dans plein d'endroits. Si on prend le continent africain, c'est très varié. Il y a toute une partie de la communication qui se fait de manière digitale, et puis il y a encore toute une communication qui se fait de manière très traditionnelle, on va dire, avec des affiches, avec des manifestations, avec des banderoles. La pénétration du téléphone en Afrique, elle est énorme. Mais c'est pas là où les gens vont aller pour chercher leur information. Dans les îles Solomon, dans le Pacifique, le mode de communication le plus courant qu'ils utilisent, c'est la radio. Du fait de la configuration du pays, c'est des îles qui sont très séparées, donc il y a un accès numérique qui est très limité, des affiches. Alors oui, on peut en mettre, mais en mettre sur toutes les îles, ça va être très compliqué. Alors qu'utiliser les ondes pour communiquer des messages, ça va être ce qui va être utilisé de manière principale. Et après, on a des modes, alors en Europe, en Asie, dans certains pays, comme par exemple la Corée, le Japon, qui sont très 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 numériques. Toute l'information se passe par le numérique et on est obligé vraiment de s'adapter à ça, d'essayer d'adapter les messages. Le même message, on ne le lit pas de la même manière sur une affiche que sur une vidéo TikTok ou sur une chose comme ça. Alors les audiences ne sont pas les mêmes non plus. Sur les réseaux numériques, on va avoir une audience, par exemple sur TikTok, qui va être beaucoup plus jeune, sur Facebook, qui va être plus dans les 30-50 ans. Donc on regarde un petit peu ça pour adapter. On essaie d'avoir le même message qui passe partout, mais clairement on essaie d'adapter la manière dont on le dit et comment on le présente en fonction de l'audience. Coordonnées depuis Genève, les campagnes internationales tiennent donc d'un véritable casse-tête, selon les mots de Benoît Matcha-Carpentier. Mais les 192 sociétés nationales développent également leur propre communication afin d'être au plus proche des individus. Il faut que les gens puissent s'identifier au message, c'est-à-dire qu'ils puissent se dire c'est à moi qu'on parle et c'est moi que ça concerne. Donc si c'est un message de santé publique, comme sur le paludisme ou d'autres choses, il faut qu'ils se reconnaissent dans la manière dont le message est fait. Si on partage des chiffres ou des évidences, s'il y a des visuels, c'est encore pire. C'est-à-dire que si le visuel, si on part avec une affiche en montrant des Européens en Asie ou en Afrique, ça n'a aucun sens. Et par exemple, sur cette affiche-là, clairement, ces deux hommes indiens, on peut le reconnaître tout de suite. Et ça, c'est vraiment important. Alors c'est ça qui rend les choses très compliquées au niveau de comment on communique, c'est-à-dire qu'on est obligé d'adapter. Et parfois, dans certains pays, on n'est pas au niveau du pays, au niveau de la région ou de la communauté. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui s'occupe de ce qu'on appelle l'engagement des communautés. Et par exemple, sur le dernier épisode, ou celui d'avant d'Ebola au Congo, ils ont mis en place un système d'écoute à travers les volontaires qui étaient donc dans les communautés, donc qui faisaient leur travail journalier. Ils entendaient ce qui se passait dans les communautés, ce qui se disait, et tous les soirs, ils avaient un système en ligne où ils venaient rentrer des données. Aujourd'hui, j'ai entendu dans telle communauté, il disait qu'il y a des risques de ça. Il disait que si ils vont au centre de santé pour se faire dépister, ils vont y rester, ils vont mourir. Tous les messages. Et on les avait en temps réel dans une plateforme qui nous permet justement, le lendemain quasiment, de pouvoir adapter le message qu'on donnait aux communautés en disant « Non, c'est pas vrai ». Vous n'allez pas mourir si vous allez au centre de santé. Et les registres varient aussi selon le public visé et sa culture, selon les objectifs. On l'a entendu, la peur a souvent été utilisée, mais pas qu'elle. Il y a plein de choses qui ont été essayées. Il y a la culpabilité. Très malheureusement, ça marche encore beaucoup. Mais par exemple, si on prend tout ce qui est sécurité alimentaire en Afrique et les problèmes de famine, la seule chose qui a marché jusqu'alors, c'est la culpabilité et la pitié. Nous, en tant que mouvement, on essaie de s'échapper de ça parce que c'est vraiment pas là-dedans qu'on veut s'engager. Mais c'est ce qui a marché. Par exemple, la dernière grosse famine en Éthiopie, le seul moment où le message a déclenché quelque chose au niveau des donneurs, c'était de montrer visuellement des enfants très émaciés et en train de mourir, avec un message dramatique. Mais c'est très compliqué pour nous à véhiculer en termes de message, parce que nous, on voudrait s'engager pour qu'on n'arrive pas à ce point-là. Les messages, par exemple, de prévention et de la sécurité alimentaire, quand on veut s'adresser à des donateurs ou des gouvernements, c'est assez compliqué à passer, parce qu'ils sont plus à la recherche de l'événementiel, de la catastrophe qui va arriver, plutôt que on va préparer la catastrophe. Il y a un vrai changement de mentalité qui est en train de se passer et il y a de plus en plus de gouvernements qui s'engagent là-dedans parce que le message a été renforcé et on vient avec des évidences et des chiffres pour montrer que si on s'engage là-dedans, on va sauver des vies et que les vies, il vaut mieux les sauver avant la catastrophe qu'après. Donc ça, c'est le type de messages qui sont assez compliqués à passer. Ça prend
des dizaines d'années. C'est pas un message instantané, quoi. Il faut adapter le message tout le temps. Et il faut être très réactif parce que c'est pas parce que le message il est valide maintenant qu'il sera valide forcément dans 6 mois. Être réactif ou créatif, c'est aussi coller au style d'une époque. La collection de 10 000 affiches du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, comme le livre qui les recense, intitulé « Affiches », le montre bien. En 150 ans, l'esthétique a évolué au gré des modes, influencée par les courants artistiques, les mouvements sociaux, la publicité. En 1918, une infirmière voilée porte un blessé dans ses bras comme Marie, l'enfant Jésus. Dans la Chine des années 50, un appel aux volontaires évoque un placard du Parti communiste. En Australie, dans les années 70, le Blood Bus destiné à promouvoir les dons du sang ressemble à un bus VV Flower Power. La photographie détrône peu à peu le dessin. Le prochain épisode, lui, nous emmènera en Afrique, mais pas seulement.